Donc ça c'est une fée que un jour une Allemande m'a téléphoné, elle lisait, je sais pas quoi, elle avait lu des trucs que j'avais écrits, et elle m'a demandé de faire d'étudier son thème astral. Elle venait à Paris, donc on s'est rencontrés, et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit, je suis sculpteur de ruches. Et elle a fait pour moi cette fée qui est après une photo, la photo d'une fée prise par un ethnologue qui travaille au CNRS et qui pense avoir photographié une fée dans une fleur de marronnier. Voilà. D'accord. Donc c'est là que vous avez trouvé des inspirations pour vos livres. C'est là que je vis, disons, inspiration pour mon livre, pour mes livres, ou inspiration pour la vie, quoi. Les livres, c'est pas la partie la plus importante de ma vie. Alors que vous avez écrit des livres sur l'astrologie pendant ces 20 ans que vous étiez ici. Certainement, oui, j'en ai écrit quelques-uns. La fameuse collection sur le zodiaque, ça a été... Non, ça c'était avant. C'était avant, oui. Mais j'ai écrit des livres pour Assouline, parce qu'à ce moment-là, ils m'ont commenté les livres, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Oui. Et puis, je sais plus trop quoi, d'autres trucs aussi, certainement. Ben, je travaille quand même, je vis de mon travail. Et vous avez des gens qui viennent vous consulter dans cette maison? Non, même pas ça, oui. je dis qu'il n'y a pas. J'ai des amis qui viennent me voir, voilà. Mais non, je ne consulte pas. Si vous voulez, c'est un petit peu biographique, autobiographique, oui. Donc, j'ai commencé l'astrologie très jeune, j'ai commencé, parce que j'avais trouvé un livre d'astrologie signé Jacqueline Aimé et Joël Le Gravelaine. Oui, c'est ça, oui. Influencé par Jean Carteret, oui. Voilà, ça. Dans les années 70. Ça fait d'ailleurs l'astrologie, je crois. Voilà, ça fait l'astrologie. Et j'aimais bien ce côté à la fois poétique et mystérieux, un peu... Oui, avec des planètes transplutoniennes, d'ailleurs. Voilà. Ça m'avait bien parlé. Donc j'avais pris des cours pendant 1 an par correspondance. Avec elle? Non. Je l'ai rencontrée par la suite et elle m'a guidé, c'est elle qui m'avait amené au livre chez Chou. Et je l'ai rencontrée assez vite, j'ai dû la rencontrer en 76 ou 77. Et j'avais 22 ans. Voilà. Donc j'ai rencontré également Régine de Forge dans la rue, à cette époque-là, et je lui ai proposé de faire son thème. Alors, plus exactement, on s'est parlé, et elle m'a demandé d'étudier son thème. À ce moment-là, elle avait des difficultés de travail professionnel assez importantes et financières, et je lui ai dit, mais vous serez fortune, vous aurez de l'argent parce que vous écrivez vos propres livres. Ça, vous ne le faisiez pas par l'astrologie ou Si, j'avais étudié son thème, mais je faisais plutôt une espèce d'astrologie divinatoire, voilà. Et elle m'a dit, mais je ne fais pas partie de ces éditeurs qui sont des auteurs frustrés. La suite vous a prouvé le contraire. Puisqu'ensuite, elle a effectivement eu beaucoup de succès, mais justement la bicyclette bleue. Donc, elle a été mon éditeur, mais le livre n'est pas sorti parce que là, sa maison d'édition est faillie. Oui. Ce qui n'avait absolument aucune importance parce que c'était une espèce pour moi d'entrer en matière. C'était quoi ce livre que vous aviez préparé? Écoutez, c'était des interviews astrologiques. Ah, quand même, oui. Et en fait, je suis allé le proposer au magazine Façade dont je vous ai parlé. C'était un magazine underground qui était dirigé par un garçon qui s'appelait Alain Benoît, dans lequel travaillait et officiait également Thierry Ardisson. Oui. Donc là, j'ai créé pour eux des Astroviews. Astroview. Voilà, c'est un mélange d'astrologie et d'interview. Et avec des personnages, immédiatement, j'ai rencontré Salvador Dali, Mick Jagger, Jack Nicholson, je ne sais plus très bien qui, et j'ai enchaîné comme ça des interviews amusantes et importantes qui ont eu un... C'était à peu près à quelle époque, monsieur? 77, d'accord. Dali, c'était 78. Voilà. Donc c'était la matière du livre qui avait été proposé à Desforges. Mais déjà en 78 ou 79, elle a dû faire faillite. Oui, donc le livre a été vite abandonné quand même, en cours de route. J'avais eu le temps de rencontrer Jean-Louis Bory, de rencontrer Lélie Kaplan, de rencontrer des personnages intéressants, Marguerite Duras. J'avais étudié leurs thèmes, alors quelquefois c'était intéressant, quelquefois c'était un peu plat, enfin pas plat, mais ils se contentaient de broder autour de ce que je disais. Enfin, ça n'avait pas énormément d'intérêt, toujours possible. J'en sais rien, de toute manière j'ai perdu l'esprit, et
Et cette pauvre Régine a fait faillite, elle était bien malheureuse, mais enfin, elle a suite écrit ses propres livres. Moi, j'ai continué dans l'astrologie, alors qu'au départ, je ne voulais pas du tout en faire mon métier. Ça s'était trouvé un peu par hasard, mais comme je vous disais, cette phrase de Paul Éluard à laquelle j'adhère complètement, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'ai eu donc rendez-vous avec cette maison. Et j'ai eu rendez-vous avec l'astrologie. Alors, à propos de l'astrologie, le directeur de cette revue, mon premier prénom c'est Michel, et mon deuxième prénom c'est Michael avec un K. Mes parents avaient peu d'imagination. Donc, il m'a demandé comment je voulais signer. J'ai dit, écoute, pourquoi pas Michael? Il m'a dit, oui, mais alors avec CH. Parce que Michael avec un K, c'est pas très joli, ça fait un peu... C'est moi, c'est un Mickey aussi. Allemand, enfin bon, voilà. On a démarré comme ça, et ma première interview d'astrologie est parue sous ce nom. Et j'ai eu l'occasion d'en parler quelque temps après à une numérologue, je prenais des cours de numérologie aussi. Oui, tout à fait. Et elle m'a donc éclairé sur la signification de ce changement de prénom. Lorsque le A à côté du H, je l'ai rendu muet. Oui. J'ai rendu le H de Michel muet en interposant le A de Michael. Oui. Ça dépend des langues, enfin, c'est effectivement. Oui, mais en même temps, je rentrais dans le mystère, hein, si on veut, puisque je vais travailler dans l'astrologie. Alors, ça m'a interpellé, et puis par la suite, j'ai eu souvent l'occasion d'observer que personne qui m'approchait, ou enfin que je fréquentais à un moment donné dans l'astrologie, avait un nom qui commençait par les lettres H et A. Christine Haas et François Hardy. Voilà, comme Christine Haas et François Hardy, que j'ai près à la même époque, c'est-à-dire dans les années 77 à 80. Christine, je l'ai connue plus tardivement, mais François Hardy, j'ai rencontré en 77, on s'est vu quelques fois. Mais au niveau astrologique ou dans d'autres domaines? Écoutez, j'avais vu pour l'astrologie, et puis ensuite, comme je travaillais à Façade, on avait fait une pochette de disques avec elle, on avait fait différentes petites choses. Mais le travail était très difficile avec elle, et les relations aussi. C'était très difficile, donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est une femme qui était assez douloureuse dans sa vie personnelle, je crois. Enfin, j'en sais rien, puisque le courant ne passait pas tellement bien, et je me suis vite lassé pour dire les choses. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'astrologues, enfin, je ne la considère pas comme une astrologue, mais comme une chanteuse, évidemment. Donc, les personnes que j'ai rencontrées dans l'astrologie à ce moment-là sont celles qui m'ont le plus marqué, parce que ensuite j'ai vu d'autres des collègues, mais c'était pas sur le même... j'avais pas le même rapport. Alors quels sont ces astrologues? Je crois que vous m'avez dit que vous étiez marqué par l'astrologie humaniste. Oui, alors j'ai donc... vous avez rencontré Alexandre Ruperti. Oui, j'ai rencontré Alexandre Ruperti et sa femme. J'ai rencontré donc d'abord Eugène de Gravelaine, qui a eu l'amitié de me... Donc vous aviez lu le livre, justement. Oui, et puis qui a eu l'amitié de me confier des ouvrages qui d'ailleurs ne se sont pas faits, et peu importe. Elle dirigeait une collection chez Lafon. Elle dirigeait une collection chez Lafon, elle était conseillère aussi pour Chou. Elle travaillait sur Cosmopolitan. Eh bien, je lui ai succédé, mais de nombreuses années après. Moi-même, j'ai travaillé aussi pour Cosmopolitan. Oui, c'est drôle. Et à l'époque, quand on l'avait proposé la première fois, je n'étais pas libre. Noël Rabette. Oui, c'est ça, Joël Rabette. Je n'étais pas libre. Mais après, je l'ai fait, effectivement, pour Cosmo. Alors, c'est vrai, j'avais même pas fait de rapprochement entre Cosmopolitan et Joël de Gravelaine. Enfin, je n'y pense plus. Voilà. Mais effectivement, je suis rentré à Cosmopolitan en 87. Mais d'abord, je fais bien d'autres magazines. Donc, j'ai travaillé pour Façade, après j'ai travaillé pour Elle, après pour Le Jardin des Modes, pour Dépêche Mode, pour pas mal de magazines féminins. Vous êtes, disons, un astrologue qui est plus ou moins médiatisé, enfin qui est en tout cas, vous êtes une figure de proue de l'astrologie au regard du public. Oui, on peut dire ça, parce que j'ai publié aussi à cette époque-là, dans la première partie de carrière, j'ai publié pas mal d'articles dans les magazines féminins. Ça ne se faisait pas tant que ça, en tout cas, pas sous cette forme-là. Ensuite, ça a été largement repris et galvaudé, puis bon, voilà, maintenant c'est autre chose. Mais maintenant c'est Internet surtout. Voilà, je me suis beaucoup amusé à cette époque-là, avec tout ça. J'ai écrit quelques trucs, quelques livres. Alors c'est chez qui vous avez publié votre collection sur le zodiaque? C'était chez Philippe Acquier et Hachette, je crois. Ouais, c'est ça. Hachette. C'était en quelle année? C'était début des années 80. À peu près à la même époque où on publiait chez Solar. Moi je me suis occupé de diriger la collection Zodiac chez Solar. C'était en 81. Je crois que vous êtes paru juste après. C'est bien possible. C'est bien possible.
Et puis, ensuite, j'ai continué sur cette voie-là, mais en 96, j'ai eu l'occasion de travailler pour la télévision en tant que scénariste, pas du tout pour l'astrologie. Oui. Et donc, ça, c'est une autre partie qui s'est ouverte. J'avais publié un roman, il est vrai. Et donc, voilà. Est-ce que l'astrologie joue un rôle dans votre inspiration littéraire? Pas toujours. C'est arrivé. C'est-à-dire que c'est amusant de parler des choses qu'on connaît. Oui. Donc, on est tenté de le faire, mais... Vous avez campé des personnages qui étaient astrologues? Parfois, mais pas des intrigues. Oui, ça m'est arrivé une fois. Mais bon, peut-être que je le referai, parce que c'était assez drôle à faire, mais... Bon, après, j'ai été dans des... dans des équipes d'auteurs. J'ai travaillé pour des feuilletons de télé qui se sont tournés ou pas tournés d'ailleurs. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de faire moi-même des documentaires pour la télévision, des documentaires de cinéma. Et parallèlement, donc, vous avez exercé l'astrologie, en fait. Alors, depuis le début, j'exerce l'astrologie en tant que praticien, bien sûr. Occasionnellement et parfois d'une manière plus intensive. Et alors, donc, effectivement, vous n'avez pas peur de dire que vous êtes également, enfin, comment dirais-je, vous avez des inspirations qui ne sont pas forcément de l'astrologie. Ah mais bien entendu, ça dépend des époques de la... Vous n'avez pas peur du mot médium ou du mot voyant ou du mot extra-lucide, enfin c'est des mots qui vous font... Ah oui, ça oui, je veux dire que dans la pratique de l'astrologie, de la consultation, disons plutôt, l'astrologie est un des supports, mais c'est pas du tout le seul. Comme on le disait tout à l'heure, pour vraiment accéder à la profondeur du thème, il faut avoir un certain niveau je dirais, de conscience et de culture qui n'est pas l'apanage de tout le monde, et donc il n'y a pas lieu quelquefois d'évoquer des cycles ou une évolution spirituelle qui n'a visiblement absolument pas lieu. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Et quelquefois ils viennent chercher chez vous des choses extrêmement simples et pratiques. Alors, j'ai développé, comme vous l'avez constaté vous-même, j'ai une espèce de télépathie naturelle très forte, et qui me permet... Ensuite, j'ai aussi quelquefois des images ou des sensations. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, enfin, c'est une pratique qui donne généralement satisfaction aux gens qui viennent me consulter. Donc vous pensez que on est assez d'accord là-dessus d'ailleurs, apparemment, donc que l'astrologie, elle est surtout efficace pour des personnes qui ont des parcours remarquables, enfin, qui ont un processus de vie, un processus de carrière relativement intéressant. Alors, il y a ça, certainement, oui, absolument. D'ailleurs, moi, au départ, les AstroViews, c'était utiliser les étoiles pour mieux connaître les stars. Alors, il s'agissait quand même de rencontrer les personnes. Exactement. Voilà, hors du alors, commun. Elles sont particulièrement visées par... Voilà, et je me suis fait un peu le spécialiste des mythologies féminines. J'ai écrit un livre sur Jeanne Moreau, un autre sur Marilyn Monroe, deux sur Julie Gréco, deux sur Jeanne Moreau d'ailleurs, et un sur Duras. Oui, donc effectivement... Donc vous êtes à la fois astrologue et spécialiste des stars, donc il y a un rapport... Il y a un rapport entre ces mythologies, oui. On peut dire que ce sont des mythologies. Non seulement ça, mais même ces personnages-là, focalisent peut-être davantage que les forces cosmiques... sont les interfaces un peu... Oui, en tous les cas, leur destin, quand il est public et connu, rejoint les mythologies, rejoint les grandes histoires dans lesquelles tout le monde puise une certaine inspiration. Dans vos livres sur les signes zodiacaux, je suppose que vous avez également fait la part importante aux personnages célèbres. Bien sûr, tout le monde fait ça, oui. Oui. Et puis, si vous voulez, je crois quand même que l'astrologie est si populaire parce que les gens se reconnaissent grosso modo dans les caractéristiques de chaque signe. Et ça vient du fait qu'effectivement, les individus naissent par souche et par année. Donc, alors il y a des personnes qui se distinguent et qui ont un destin hors du commun.
mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Je modulerai quand même ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que, en dehors des personnes qui ont un destin exceptionnel, il y a aussi celles qui ont une approche extrêmement sensible et intuitive. Oui. Et qui essayent d'en comprendre un cheminement intérieur et qui touche à la spiritualité. Voilà. Donc celles-là ont aussi, d'une certaine manière, un accès à l'astrologie humaniste, par Justement, exemple. j'allais dire que ça correspond bien à la fibre de l'astrologie humaniste. Voilà. Pour être concerné par l'astrologie humaniste, il faut déjà avoir un certain profil de spirituel. Voilà. Donc celle-là, parce qu'on peut évoquer avec elle les axes des nœuds lunaires, Oui. lunaire. Donc là, il y a vraiment une discussion qui se fait sur un plan. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément tous, qu'on croit Oui. béatement aux vies antérieures et à la réincarnation, mais on peut l'évoquer et trouver un sens, même si on n'adhère pas à la théorie de la réincarnation. Ouais, Et sinon, donc, comme on revient là-dessus, sinon, effectivement, l'astrologie est un support pour parler de choses événementielles, c'est-à-dire qui arrivent à la personne comme ça, sans qu'elle fasse, qui viennent un petit peu, qui tombent un peu sur la vie de la personne comme ça. Oui, alors bon, c'est-à-dire qu'on voit à peu près où la personne en est quand il s'agit effectivement de raconter des choses tout à fait matérielles et événementielles. On voit à peu près, selon l'âge de la personne, les transits qui ont lieu, éventuellement les progressions, on voit à peu près quelles sont les influences symboliques qui s'exercent sur cette personne. Non, mais je veux dire, en dehors de l'astrologie, parfois aussi... Ah ben, bien entendu. Oui. Bien entendu, je laisse parler complètement mon intuition. Et l'astrologie fait partie des sources possibles, mais c'est très, comment vous dire, c'est très informel. Je ne peux pas avoir une théorie définitive là-dessus. L'autre jour, quelqu'un me téléphone, et un concours de circonstances fait que cette personne, j'avais très envie de déplacer ce rendez-vous, je l'avais déjà fait une fois, donc je ne sais pas trop. Il m'appelle lui-même et il me demande de déplacer le rendez-vous. Ça tombait parfaitement. Puis, il me demande si j'ai regardé son thème. Je lui dis oui, j'ai étudié et je lui en parle un peu. Je pensais qu'il était dans la finance ou dans la politique, et il était dans la politique et il faisait des rapports financiers. Donc, on était vraiment en phase. Et c'est pas systématique. Donc, je lui dis un certain nombre de petites choses qui l'amusent, et puis je lui dis mais est-ce que vous n'avez pas un lien avec le handicap physique? Il me dit non, absolument aucun. Je lui dis, il faudra qu'on creuse cette idée parce qu'il y a quelque chose pour vous. Alors, il avait, je ne sais plus quelle planète en maison 12, je crois que c'était Mars ou Uranus, et j'aurais vraiment pu dire tout à fait autre chose. Hein. C'est ça qui m'est venu à ce moment-là. Oui, voilà, c'est ça, c'est le mystère de l'interprétation. Voilà. Et j'ai pas l'habitude de parler énormément du handicap, donc c'est pas non plus quelque chose qui me touche. Oui, c'est un mot que vous avez entendu quelque part, presque. C'est vraiment assez loin aussi. Vous l'avez entendu, c'est un mot qui est venu dans votre esprit. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit ça. J'ai fait une association d'esprit entre sa vie politique et le handicap. Et donc par la suite, vous avez su pourquoi? Alors, il est venu ensuite à ce rendez-vous et on a parlé. Puis j'ai réattaqué sur le handicap au bout d'un quart d'heure de questions-réponses, etc. Ou une demi-heure. Je lui ai dit, mais moi, il y a vraiment quelque chose que j'ai senti. Et en général, je n'insiste pas lourdement, parce que quand les gens vous disent non, ils le savent mieux que vous. Et il m'a dit à nouveau, ah non, ça n'évoque rien pour moi. Bon, j'étais un peu déconcerté, on a continué à parler. Je lui ai dit, écoutez, quelquefois j'ai comme ça des espèces d'intuitions et assez claires à la fin de la consultation. Et au bout d'un moment, il était comme ça de côté, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que votre main gauche est toujours dans la poche de votre veste? Il a sorti sa manche, et en fait sa manche était coupée au niveau du poignet, il avait frappé la main gauche. Alors je lui ai dit, mais comment est-ce que vous pouvez dire que vous n'êtes pas concerné par le handicap alors que vous avez une main coupée? Alors il m'a dit, mais je ne le vis pas du tout comme un handicap. Là, je suis allé faire un stage de tennis, je vais au ski, etc. Bon, il a eu à cœur de me montrer et de me prouver qu'il n'était pas du tout dans la peau d'un handicapé. C'était un accident de fracture. On l'avait vaguement évoqué à mon avis, c'était bien gardé de me dire qu'il a eu la main coupée.
Et j'avais dit, bon, j'avais dû donner une date, et il m'a dit, oui, enfin l'année d'après, j'ai eu un accident. Ça avait glissé. Bon, accident comme d'autres, un déménagement. Et il avait quand même une main coupée. Donc, je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas là pour juger, je suis simplement là pour transmettre. Je suis comme un messager pour vous, c'est tout. Alors, il avait un livre, ça m'a frappé, que j'ai gardé d'ailleurs, un petit livre signé Eliette avec Assis et puis je ne sais plus qui s'appelle Le Messager, il me l'a donné. Et il m'a rappelé à ce sujet en me demandant ce que je pensais du livre. Je n'en pensais pas grand-chose en tant qu'objet littéraire, mais je lui ai dit, écoutez, c'est un lien entre vous et moi, en tout cas. Cela dit pas vraiment, parce qu'il ne m'a pas rappelé depuis. Mais bon, le livre est sans intérêt. En tout cas, ça pose la question du dialogue entre l'astrologue et son client, oui. Qui, parfois, le client n'a pas la mobilité mentale qui lui permet d'accrocher. Cette personne était dans le déni. Alors, je pourrais... Oui, dans le déni. Si j'en avais l'occasion, je pourrais le présenter à des personnes qui travaillent sur le handicap. Encore faudrait-il qu'il accepte qu'on lui en parle. Ça ne me paraît pas être du tout le cas. C'est emblématique, parce qu'on peut imaginer toutes sortes de situations où les gens ne voient pas quelque chose qui est évident. Oui, mais ça arrive très souvent quand on parle de l'homosexualité. Vous avez des hommes ou... Ah bon, ils ne font pas le rapprochement. Non, c'est-à-dire que vous avez des hommes qui sont dans le déni. Refoulé. Oui, refoulé, même pas. Un handicap, ça doit être refoulé. Oui, mais là aussi, si vous voulez, il a une main en moins, elle était dans la poche de sa veste, je ne l'avais pas vue, c'est la main gauche, et voilà, il refuse de dire qu'il est handicapé. Vous avez des personnes qui refusent d'admettre qu'elles sont homosexuelles. Enfin là, on pourrait dire, monsieur Delmar, que quelque part vous aviez capté qu'il avait un problème au niveau de sa présentation. Oui. Mais c'est presque une évidence visuelle, en fait. C'est-à-dire que il m'a dit qu'il était arrêté dans sa carrière politique. Heureusement qu'on ne donne pas de nom. Qu'il était arrêté dans sa carrière politique. Il était bloqué. C'était un chat. Un chat qui n'a plus qu'un œil, le pauvre. Lui, il est handicapé aussi. Il n'a plus qu'un œil parce qu'elle a été victime d'une agression. Nous sommes dans une maison qui est marquée par les chiens et par les chats. Oui. Alors, bon, ce personnage, voilà, ne voulait pas admettre qu'il était handicapé. Vous avez d'autres exemples comme ça, monsieur Delmar, justement? De gens qui ne veulent pas admettre? Oui. Qui ne se reconnaissent pas ou qui ne voient pas de quoi vous voulez parler. Oui, mais ça s'appelle la mauvaise foi, c'est tout. Oui. Oui, donc... L'impossibilité d'admettre une donnée de base. Ben, vous l'avez dit vous-même. Oui, il m'arrive quelquefois d'avoir affaire à des messieurs dont je soupçonne qu'ils ont des tendances ou des penchants homosexuels et qui ne veulent absolument pas l'admettre, qui me parlent de leur épouse, etc., avec toutes sortes de complications invraisemblables, et on ne peut pas tellement les aider, parce que, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez dire, le champ est quand même très, très limité. Si les gens ne sont même pas en mesure d'admettre leur particularité, c'est très très difficile de les aiguiller ou de leur dire autre chose. On est dans un déni, on est dans un... Il est bloqué parce qu'évidemment, il devrait intégrer le fait qu'il est handicapé pour porter son combat dans ce domaine-là. Or, pour le moment, il en est incapable. Donc, tant qu'il n'en sera pas capable, je ne peux pas beaucoup l'aider. Alors vous avez à contrario, monsieur Delmar, le cas inverse, de gens qui se retrouvent toujours dans ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qui sont tellement de bonne volonté et de bonne foi que c'est merveilleux quand un astrologue tombe sur quelqu'un comme ça. C'est totalement merveilleux parce qu'on s'ennuie quelquefois. Oui, non, mais je veux dire qu'il y a des gens qui tout de suite traduisent de façon très efficace, très parlante ce qu'on leur dit, et qui disent oui, c'est effectivement ça, qui sont d'ailleurs ont souvent une mémoire extraordinaire, et qui vous leur dites qu'est-ce que vous avez fait au mois de juin il y a 20 ans, ils vont vous répondre. C'est-à-dire que parce que finalement c'est une sorte de massage quelque part. Je sais pas, comment vous définiriez, Michael Delmar, qu'est-ce que c'est qu'une consultation astrologique pour vous Bon, alors je n'ai pas envie d'associer le mot astrologie au mot consultation. Ah d'accord. La consultation utilise l'astrologie, mais ce n'est pas c'est un élément parmi... Oui. C'est ça, vous avez raison. En ce qui me concerne, en tout cas. Il faut distinguer, je crois, l'astrologue et l'astrologie. Oui. L'astrologue, c'est celui, on vient le voir, mais en fin de compte, cet astrologue, il ne va pas que faire de l'astrologie. Non. On vient le consulter pour des questions personnelles ou professionnelles. C'est un mot générique, l'astrologue. Oui. C'est une espèce de couverture. Voilà. C'est une espèce
comment dirais-je, de conseillers qui utilisent des mancies différentes. Oui. Et qui a une lecture de la vie, de la trajectoire que vous êtes supposé accomplir dans votre... Donc par exemple, vous n'êtes pas scandalisé, parce que beaucoup d'astrologues me disent, mais moi je suis astrologue, et il y a des gens qui me disent, regardez ma main. Ils disent, mais c'est aberrant. Bon, alors la main, c'est la chiromancie, c'est tout à fait particulier. Moi, je ne sais pas, j'ai appris, mais j'ai oublié, donc je ne le pratique pas. Effectivement, il y a des gens qui mélangent tout et qui vous disent, c'est un peu agaçant, parce que quelquefois, c'est pas dépourvu d'agressivité ou de mise en boîte. Oui. Bon, alors ça dépend comment c'est fait, mais je m'en fiche un peu. Si les gens me disent, est-ce que vous êtes capable de lire dans les lignes de la main, je leur dis non. Le mot astrologue, pour vous, sémantiquement, c'est un terme très large. Non. L'astrologie, c'est un... Non, mais le mot astrologue lui-même, quand on dit on est astrologue, c'est un cahier des charges très large, en fait. Oh non. En principe, c'est uniquement étudier l'influence des planètes, mais lorsque vous êtes dans une consultation d'astrologie, en tous les cas, moi, je déborde largement. Oui, voilà. Oui, moi, mais ça veut dire que les autres... Non, ça. mais peut-être... Je ne suis pas uniquement astrologue. Non, mais dans l'imaginaire... astrologue. Mais c'est peut-être quand même le mot qui surnage. J'ai l'impression qu'on va avoir l'astrologue, tout en admettant que cet astrologue va couvrir un champ relativement large. Mais c'est quand même, au départ, un astrologue qui utilisera des collaborations, des accessoires qui pourraient ne pas l'être. Bon, écoutez, il y a vraiment différents astrologues, parce que quand il m'est arrivé d'aller consulter des astrologues qui ne faisaient que de l'astrologie. Oui. Qui ne faisaient que de l'astrologie, étant entendu que dans l'astrologie, au cours de son histoire, il est entré beaucoup de choses. Oui, mais enfin, il ne pratiquait que cet art-là. Tout ce qui était connecté à l'astrologie d'une manière ou d'une autre, si vous voulez. Voilà, ils utilisaient différentes techniques. Je n'en ai pas gardé un souvenir impérissable, parce qu'en général, ils m'ont dit des choses assez fausses, assez folles, assez inexactes, et voilà, ça m'a pas paru très enrichissant. D'autres fois, vous avez des gens qui vont s'attacher à des tout petits détails de votre thème pour expliquer les menus événements qui vous arrivent, et ça, je considère aussi que c'est un peu facile et sans grand intérêt, vous voyez. Ah oui, tu as une rétrogradation de Neptune sur ton Mercure natal, une interpolation de je ne sais pas quoi, en maison 8, alors c'est pour ça qu'en ce moment, tu as des problèmes d'argent. Oui, enfin, vous voyez, une fois qu'on l'a dit ça, on est bien avancé. Non, mais alors ça, c'est une tendance extrêmement fréquente de toujours trouver quelque chose qu'on a sous la main, comme cela. Oui, alors on peut toujours démonter les mécaniques du thème et expliquer toutes sortes de choses a posteriori. Parce que le client lui-même, ne connaissant pas l'astrologie, il ne connaît pas la fréquence des configurations. Donc par exemple, imaginons, moi récemment j'ai réfléchi là-dessus, les gens vous disent c'est l'opposition Uranus-Neptune qui fait ceci ou cela. Il faudrait peut-être préciser qu'elle dure très longtemps, cette opposition, n'est-ce pas? Et donc, en fin de compte, quand on utilise des planètes lentes, on utilise des planètes qui restent en aspect très longtemps et qui donc vont servir à rendre compte d'un nombre infini d'événements. Oui. C'est un petit peu le défaut de cette astrologie des planètes lentes, c'est que finalement, les planètes lentes sont des objets extrêmement lents, qui donc, c'est pas une mécanique de précision, les planètes lentes. Non, mais dans le cas de personnes qui vraiment passent par des cycles tout à fait reconnaissables, ça s'exerce quand même. Brigitte Bardot, pour ne pas citer encore une personne connue, a écrit un livre qui s'appelle Le Carré de Pluton, où elle raconte tout ce qui lui est arrivé, et ça couvre un très grand nombre d'années de sa vie sous le carré de Pluton. Donc en fait, il y a des cycles qui bon, dans son cas... Qui ont marqué des périodes, alors. Oui, qui ont marqué des longues périodes où les choses ont périclité sur un certain plan et progressé sur un autre. Mais si vous voulez, la tendance générale des gens, ça je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous le disant, c'est quand ça périclite sur le plan matériel ou sur un plan professionnel, ils en sont terriblement affectés et ils n'arrivent pas à imaginer que c'est en train de nourrir un autre plan. Et bon,
avec vos pauvres petits instruments de Pluton et autres, vous avez beau le leur seriner, ils ne vous croient pas du tout, ça c'est une piètre consolation. Quand ils doivent à la fois affronter un deuil, en même temps un divorce, l'arrêt d'une profession lucrative, etc., ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a quelque chose de bon derrière tout ça. D'ailleurs, c'est pas exactement comme ça que ça se... Alors justement, là, vous touchez à la question de la périodicité. Est-ce que vous arrivez parfois à expliquer à vos clients que leur donner un calendrier qui soit utilisable Alors, je m'y efforce, oui, je m'y efforce et je pense que ça peut leur être utile, mais un calendrier utilisable... En leur disant qu'il y a des échéances, il faut attendre encore tant d'années pour que on passe à autre chose. Oui, ça peut arriver, mais quand vous commencez à parler en nombre d'années important, voilà. Ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre. Voilà. Là, vous touchez à un point sensible, c'est effectivement, est-ce que déontologiquement, l'astrologue peut se permettre à des gens qui sont finalement assez ordinaires, parfois, d'introduire des durées... Oui, ou alors des personnes qu'on suit régulièrement, des gens qu'on connaît, des gens qui vous suivent, des gens qui vous revoient. Alors, pour eux, ça veut dire quelque chose, mais une personne que vous voyez une fois, qui peut-être ne reviendra jamais vous voir, qui a vu votre nom dans un journal ou une chose comme ça, un petit peu superficielle, vous lui dites oui, mais je pense que ça vous arrivera plutôt dans 3-4 ans, elle va vous considérer comme un aimable... Oui, parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens, le temps n'apporte rien. Alors, le temps qu'on laisse, il y a beaucoup de gens qui, ça ne rapporte rien pendant 2 ans, on leur dit, vous allez continuer à faire quelque chose pendant 2 ans, préparer. Il y a des gens qui n'ont pas cette dimension. Ils veulent un résultat immédiat. Non, mais qui ne sont pas portés par le temps, qui ne sont pas nourris par le temps. Non. Il est arrivé il y a quelques années, malgré tout. Il y a des exemples à contrario, parce que je me souviens d'une consultation avec une comédienne. Je ne vais peut-être pas dire son nom, parce qu'elle n'est pas tellement connue, mais bon. Et une comédienne de télé qui était venue me voir et qui voulait savoir ce qui allait advenir dans sa carrière, parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Et je lui ai dit, je lui ai annoncé des trucs, enfin des projets. On va attendre un peu, non? Je vais voir ce qui se passe. Oui. Je crois qu'il y a des intrus là, non? Non, pas d'intrus. Un peu l'astrologie et je ne voyais rien arriver dans un certain nombre d'années. Je lui avais parlé d'un film d'horreur espagnol. Ce qu'il avait elle-même horrifié. C'était exactement tout ce qu'elle ne voulait pas faire. Donc elle était partie pas tellement contente et j'en avais pas eu d'écho, mais bon. Et quelques années plus tard, elle m'a rappelé, je crois 5 ans après, et elle m'a dit, voilà, vous m'aviez dit que j'allais tourner un film d'horreur espagnol. Alors j'étais un peu honteux, je dois dire, de cette prévision farfelue. Je m'avoue, ça me ressemble assez, de dire ce genre de choses. Et alors je dis, oh bah oui, vous savez, des fois j'ai des inspirations étranges. Elle m'a dit, non, mais j'ai fait un film américain, mais tourné en Espagne, et c'est un film de science-fiction. Donc on peut considérer que j'ai fait un film avec Jeff Goldblum, un film d'horreur espagnol. Et donc elle m'a dit, mais c'est arrivé effectivement plus... La 5e dimension, tout ça. Oui, je sais pas quoi, un truc comme ça. Bon, et donc elle était revenue me voir. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas de règle générale. Des fois les gens reçoivent pas très bien ce que vous leur dites parce qu'ils ont l'impression que vous noyez le poisson, que vous diluez, que vous ne répondez pas à leurs questions. Il n'y a rien, je ne vois rien. Je ne vais pas leur dire, oui, je vois un truc. Donc je leur dis, écoutez, non, moi pour le moment je ne vois pas. Ils me disent, mais là, vous ne pensez pas que je vais divorcer, il faut quand même que ça bouge, je rencontre quelqu'un, etc. Mais non, moi je ne vois rien, je ne reçois rien et je ne vois rien à votre thème, que je vous dise. Donc, il va falloir attendre un peu, changer de métier, bouger là où vous pouvez bouger. Mais est-ce que l'astrologue ne peut pas provoquer du mouvement, justement? Enfin, c'est peut-être une question un peu vicieuse que je vous pose, mais est-ce qu'il ne peut pas dire, voilà, il veut du mouvement, je vais lui en donner. Je vais lui dire que de bouger à un moment donné, de chercher quelque chose, que c'est une période favorable. Est-ce que vous êtes obligé d'agir sous le contrôle de l'astrologie, sous le contrôle des cycles,
pour conseiller des gens sur des choses qui sont relativement mineures, comme, je sais pas, moi, faire une rencontre. Ça dépend. Les divorcés, faire une rencontre, c'est pas mineur. Si vous voulez, si je ne vois rien, si je ne ressens pas en plus que la personne est dans une dynamique positive, il n'émane rien d'elle, à part une espèce de contrariété et de la négativité, je ne vais pas le lui inventer, non. Je ne peux pas me substituer à quelque chose, à une force qui n'est pas en elle. Alors, c'est un débat que j'aimerais bien qu'on développe un petit peu. Regardez par exemple, un exemple idiot, c'est les élections. Oui. D'un coup, voilà, on est dans une année d'élection. Bon, des gens vont être engagés par ces élections à différents titres. Je ne parle même pas seulement des politiciens, mais du public. On pense par exemple au phénomène Obama, etc. Bon, c'est des choses qui vont se produire, qui ne font pas partie de la logique de leur vie à eux, mais ils vont se retrouver dans des situations qu'ils vont devoir assumer, qui vont les entraîner, si vous voulez. Vous parlez de qui? De Obama ou de... Non, je parle de la personne moyenne, qui est marquée par des phénomènes qui viennent de l'extérieur, par des rencontres qui viennent de l'extérieur, des interventions, une guerre, une crise économique. Oui, mais entre une guerre et une élection régionale, il y a une grosse différence. Une guerre, ça peut provoquer un exode, un déménagement. Une élection régionale, en général, ça ne provoque rien du tout dans la vie des gens. Non, mais il y a des gens qui peuvent être mobilisés. Il y a des élections qui mobilisent plus que d'autres. Non, je veux dire par là que on peut imaginer, on peut imaginer de créer des événements. Vous savez, l'humanité, elle crée des événements. Toujours, je disais à un ami, il disait, on va pas essayer d'expliquer pourquoi astrologiquement, il y a des élections tous les 4 ans aux États-Unis, par exemple, ou tous les 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a des événements, il y a une décyclicité, il y a des calendriers qui ne sont pas d'ordre astrologique. Évidemment. Donc ces calendriers-là, ils existent, et ça va faire bouger la personne. Donc on pourrait imaginer que l'astrologue aussi puisse mettre en branle, je ne sais pas, un calendrier plus ou moins fictif, je dirais, pour voir si la personne, ça ne va pas la faire bouger. Il n'est pas obligé de recourir à l'astrologie pour cela. Il peut très bien... parce que moi, je ne suis pas pour le tout astrologique, voyez-vous. Donc je pense qu'il y a des choses qui se produisent, qui ne sont pas astrologiques, et qui vont marquer fortement les personnes, surtout quand ce ne sont pas des gens de premier plan, qui eux-mêmes ont leur propre timing, si vous voulez. Oui. Donc moi, je dis... L'autre jour, je disais à une astrologue, il y a quelques jours, je disais, bon, pourquoi ne pas annoncer à votre patiente que dans 3 mois, elle va rencontrer quelqu'un d'important. Je raconte toujours l'anecdote que j'ai avec ma mère. Il y a 30 ans, je faisais un peu d'astrologie comme ça avec elle, et je lui avais dit dans les mois qui viennent, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te marquer affectivement. Bon, aujourd'hui, je ne sais même plus comment j'ai dit et pourquoi je l'ai dit, mais ça a marché. Elle a rencontré quelqu'un avec lequel elle a vécu 10 ans. Et c'est même pas la question de savoir si c'est l'astro. Donc, si vous voulez, pour revenir à cette idée, l'astrologue peut, au nom de son supposé savoir, a le droit, peut-être même le devoir, de mettre en place des calendriers qui peuvent ne pas être astrologiques, Qui peuvent être fictifs. mais qui sont raisonnables. Qui sont d'ailleurs, c'est-à-dire qui correspondent parce que beaucoup de gens ont du mal à se décider, à se focaliser. Donc, au nom de son savoir astrologique, il peut aider la personne à dire, voilà, si vous attendez trop longtemps, vous ne pourrez pas le faire. Il met une sorte de fenêtre comme ça, et ça peut servir à la personne à se déclencher, et à passer à l'acte, et à bouger. C'est un cas de conscience que je vous Non, mais ça peut arriver, mais si vous voulez, votre exemple qui met en scène votre propre mère et vous-même, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas un exemple anodin. Vous n'aurez pas cette même influence sur une cliente qui vient vous voir, vous n'aurez pas ni cette inspiration, ni cette audace, forcément, ni cette clairvoyance, parce que peut-être que vous avez été clairvoyant, c'est pas autre chose la clairvoyance. Alors, soit effectivement c'est de la clairvoyance, soit c'est tout simplement une inspiration. Même quand vous donnez des conseils, d'ailleurs ça permet de toucher à un sujet intéressant, c'est
c'est finalement dans la vie courante. Je ne sais pas si vous avez un ami, vous voulez le bouger un petit peu, vous essayez de lui dire qu'il faut qu'il se dépêche un petit peu, qu'il bouge un petit peu. Quels arguments vous allez apporter? Bon, vous allez lui dire, je sais pas, t'as intérêt ça avant les grandes vacances. Enfin, vous lui donnez des échéances, vous lui inventez quelque chose pour que il n'attende pas indéfiniment. Il ne fasse pas de la procrastination indéfinie, voyez-vous. Et donc, dans la vie courante... Mais je sais pas, moi je trouve pas qu'on fasse ça avec les gens. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout besoin de ça et qui vont effectivement... oui. Oui, et la plupart du temps, celles qui le font bien, vous avez beau leur donner des échéances, elles ne les respectent pas. Donc, mais si vous le dites du haut de votre statut d'astrologue... Non, mais même... ça ne se fera, d'après vous, que si effectivement c'est inscrit dans les astres. Vous ne pouvez pas interférer dans leur vie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de choses qui viennent interférer dans la vie des gens. Oui. La sortie d'un film, ça va changer leur vie. La sortie d'un livre, ça va changer leur vie. Mais pas leur vie à eux individuellement, mais collectivement. Il y a des tas de choses qui viennent de l'extérieur, qui d'ailleurs sont le fait de créateurs, le fait de gens de politiciens, de leaders. En général, ces leaders, ils vont changer la vie de milliers de personnes, de millions de personnes. Pourquoi l'astrologue ne serait-il pas capable de changer la vie d'un certain nombre de personnes, tout simplement en leur proposant de se concentrer, de faire attention, de se bouger un petit peu, etc. Mais on peut le faire, alors à ce moment-là, quand on écrit dans les journaux, par l'intermédiaire des horoscopes, on peut leur éclairer une certaine période, on peut, oui, sur Internet, on peut effectivement les sensibiliser à une rencontre, à un certain nombre de choses, mais pas individuellement avec cette... parce qu'autrement, ça serait presque du pipeau, si vous voulez. Je préfère rester à... Soit je sens les choses, soit je les vois dans le tel, mais l'inventer purement pour que la personne bouge et qu'il lui arrive des choses, ça effectivement, je ne le fais pas. Je ne m'autorise pas à le faire, mais en même temps, je ne pense pas que ça serait productif. Je ne pense pas que ce serait suivi d'effet, parce que je vais dire aux gens... oui, mais vous devez absolument vous jeter à la tête du premier imbécile venu pour qu'il vous arrive des choses extraordinaires. Bon, ça n'a pas de sens. Je crois que les gens ont quand même un peu de libre arbitre. Ils viennent voir ce que les astres éventuellement leur réservent, ou en tous les cas ce que la sensibilité de l'astrologue lui permet d'entrevoir, mais... si je me mets à trop inventer, de toute façon, l'interprétation est déjà il y a déjà une part d'invention. Alors, si je me mets en plus à dire des choses que je ne vois même pas, que je ne sens même pas, que je sors de mon chapeau, là, je vais faire un numéro de complet charlatan. Oui, écoutez, moi je ne suis pas sur ce point, parce que, par exemple, dans mon action, dans ma campagne dans notre télévision, je téléphonais à certaines personnes, je les ai mis sur mon planning, la rencontre avec eux, ils ne l'avaient pas prévue, ils n'avaient pas déterminé. Quelque part, j'interfère dans leur propre timing à eux, j'interfère dans leur propre vie. Parce que tout simplement, je les propulse dans quelque chose qui n'était pas prévu pour eux, qui était bon. Donc, si vous voulez, moi je suis quelqu'un qui... Voilà, mais tout est comme ça. Alors oui, mais tous les rapports humains sont basés là-dessus. À partir du moment où vous entrez en contact avec une personne, vous bousculez un peu son programme préétabli. Mais ça, c'est les petits événements. Mais vous les bougez aussi, d'une certaine manière aussi. Oui, mais est-ce que vous croyez que vous les bougez beaucoup avec votre... Oui, quelque part, oui. Enfin, en tout cas, dans leur... Oui, il peut se passer des choses de cette façon. Bon, il peut se passer des choses de mille façons. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux dire que, si vous voulez, pour stratifier la discussion, il y a effectivement l'astrologie pure et dure, il y a l'astromancie qui parle de choses extrêmement particulières. Impures et molles. Et puis, il y a... vagues. Comment ? Parce qu'au contraire de l'astrologie pure et dure, il y a l'astrologie... disons, l'astromancie qui, elle, est plus vague et plus... Parfois, elle est plus précise aussi, l'astromancie. Disons qu'elle est plus matérielle. Elle est moins précise au niveau de ses fondements et de son articulation, mais elle peut être beaucoup plus précise au niveau de ce qui est proposé. Oui, c'est-à-dire ce que vous appelez l'astromancie, c'est en fait l'école anglo-saxonne, et spécifiquement américaine, c'est-à-dire qui permet de faire des prédictions
plus Oui, c'est pas assez juste. l'astrologie horaire, par exemple. Alors, il y a l'astrologie horaire, c'est encore autre chose. chose. Non, mais l'astrologie horaire, c'est très à la mode aussi chez les Arabes, parce qu'ils n'ont pas la date de leur naissance. Ah, je ne savais pas que les Arabes... C'est eux qui utilisent l'astrologie horaire. C'est-à-dire que quand vous allez voir un astrologue dans les pays arabes, en fait, la plupart des gens ne savent pas quand ils sont nés. Non, mais je suis d'accord, oui, bien sûr. Donc, on fait le thème du moment où on leur pose la question. Oui. Je crois qu'ils faisaient aussi de la géomancie. Enfin, non, effectivement, ils ont... L'astrologie horaire est très utilisée dans les pays arabes. Ah, je ne savais pas. Mais c'est vrai qu'ils connaissent très mal leur heure de naissance. Leur année. Les astrologues savent très bien que c'est difficile. Hein. Oui. Donc, bon, il y a l'astrologie horaire. Mais je pensais plutôt à une méthode américaine qui consiste, par exemple, quand vous avez le thème d'une personne, on considère que le signe solaire, c'est la maison 1. Oui, c'est un peu d'ailleurs ce qu'on fait dans l'astrologie des horoscopes, des journaux. Voilà, des horoscopes. Donc mais on peut le faire aussi pour les prévisions personnelles. Et ça marche assez bien. Oui. Mais c'est pas une astrologie très formelle. C'est effectivement une astromancie qui permet puisqu'on sait que les maisons ont davantage d'implications. En fait, le problème que vous posez, M. Delmar, c'est à partir de quel moment passe-t-on de l'astrologie à l'astromancie, ce qui est un vaste programme, un vaste sujet. Parce qu'on pourrait dire que les directions, par exemple, sont une forme d'astromancie, parce que c'est une correspondance plus ou moins fictive, etc. On veut dire c'est un débat qui interpelle complètement le milieu astrologique actuellement. Parce qu'il ne suffit pas de dire l'astrologie, c'est ce qui est dans les livres d'astrologie, c'est trop facile. Mais dans les livres d'astrologie, il y a pu y avoir de l'astromancie qui s'est mise en place. Bien entendu. Mais même, je vais vous dire, la technique des révolutions solaires et autres, c'est de l'astromancie. Et même les oui, non mais vous avez raison, c'est un sujet glissant, c'est un bon sujet. Même les transits, le passage d'une planète aujourd'hui sur le thème natal il y a 40 ans. Dès que l'astrologie a voulu se développer et a voulu entrer dans plus de précision, plus de détails, eh bien elle bascule inévitablement dans l'astromancie. Oui. C'est pour ça que je dis, où est l'astrologie? Parce que moi, c'est une grande question qu'on va poser d'ailleurs à notre colloque du 19 et 20 février. Où est le centre de l'astrologie? C'est-à-dire, quel est le cœur de l'astrologie, à partir duquel, après, il y a des dérives, il y a des ramifications qui se font et qui sont de plus en plus astromantiques, en fin de compte. Mais vous avez tout à fait raison, les maisons solaires, effectivement, c'est de l'astromancie, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses dans l'astrologie qui pourraient être sous ce label. Oui. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne m'intéresse pas trop à cette astromancie et que j'essaye de travailler avec des gens, justement, pour qui leur vie est vraiment articulée sur les vrais cycles astrologiques et pas... Parce que quand on est en astromancie, on n'est plus vraiment dans l'astrologie, on est dans des cycles qui sont plus ou moins fictifs, qui n'ont rien à voir avec l'astronomie, qui sont des cycles déjà plus ou moins inventés. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, ce scrupule que vous avez tout à l'heure, au fond, cette astromancie aussi, elle invente des fausses dates, des fausses échéances, etc. Alors tant qu'à faire, au lieu de s'appuyer sur des fausses échéances, qui en plus parfois sont complètement décalées par rapport à la vie des gens, autant générer des échéances qui vous paraissent raisonnables, parce que vous n'allez pas faire poireauter une personne pendant 1 an avant qu'elle se dise que c'est la bonne période pour rencontrer quelqu'un. Il y a aussi... donc effectivement, si on relativise effectivement certaines formes d'astrologie prévisionnelle, à la limite, moi je trouve que l'astrologue, à ce moment-là, je préfère qu'un astrologue dise, voilà, cette personne-là, je vais la polariser sur une certaine période de l'année, et puis ça va lui permettre de pas trop se disperser, de mettre le paquet, et puis je ne vais pas trop m'attacher à la vulgate ou au dogme astrologique qui de toute façon lui-même est parfois frelaté, etc. Voyez-vous, je pousse un peu loin, mais je veux dire que... Bon, vous poussez toujours un peu loin, mais au moins ça a le mérite d'être franc. Écoutez, peut-être que je pratique comme ça quelquefois sans m'en rendre compte, quand effectivement... De toute façon, on trouve toujours... oui. Si vous avez envie de convaincre la personne que dans 3 mois il y a quelque chose d'important, vous trouverez bien un transit de la Lune ou je ne sais pas quoi pour le justifier. Donc c'est une discussion un petit peu byzantine, parce qu'en réalité,
en réalité, l'astrologue, vous dites vous-même qu'il y a des intuitions, qu'est-ce qui prouve que l'astrologue ne décide pas certaines choses et ne va pas étayer ça par l'astrologie dans un deuxième temps? Ah ben c'est clair, c'est très clair, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voyez-vous, il ne faut pas non plus... mais ce qui serait bien, c'est que l'astrologue sache mieux comment il travaille. Non, mais sauf pour, par exemple, quand vous pratiquez l'astrologie humaniste et que vous essayez de parler sur un plan spirituel avec les gens, une discussion qui est moins factuelle. Alors là, j'aimerais bien que vous nous parliez, parce que moi je n'ai jamais parfaitement compris la démarche de l'astrologie humaniste, en vérité. Je ne suis pas un grand spécialiste, Comment se déroule une consultation en astrologie humaniste? Oui, mais disons que il n'y a pas de protocole défini pour toutes, mais si vous voulez, on va essayer par exemple de dire que de partir en astrologie humaniste, on va s'intéresser bien entendu au transit des planètes lentes, saturniennes, et on va également s'intéresser beaucoup à l'axe des nœuds lunaires. Oui. Bon. Et on va dire que au fur et à mesure que les personnes évoluent et avancent en maturité, en âge, elles vont se rapprocher de leur objectif. Oui. C'est souhaitable. Oui. Donc on va s'intéresser au nœud lunaire nord et voir comment il est aspecté. Et on va pouvoir comprendre, analyser et peut-être proposer une explication à ce que certaines fois les gens vivent sans très bien comprendre ce qui leur arrive. Mettons par exemple, je vais prendre comme exemple moi-même. Je vous en prie. Bon. J'ai un axe des nœuds lunaires entre le Capricorne et le Cancer. Le sud, le nord. Le sud en Cancer, le nord en Capricorne. Donc, le nord en Capricorne étant dans la maison 4, conjoint à Mars. On peut dire que dans cette troisième phase de ma vie, puisque j'ai 55 ans, souvent maintenant, un an ou deux, oui, enfin, peu importe, c'est pas... Excusez-moi, rappelez-nous, c'est des phases de combien? C'est des périodes de combien? Bon, mais là, en l'occurrence, si vous voulez, c'est une période... Il n'y a pas une période, ça dépend de la... Comme vous dites la troisième phase, comment est-ce qu'on calcule? Oui, disons la troisième phase, c'est entre, mettons, 50-55 et la fin de votre vie. C'est lié à la question du cycle des nœuds lunaires, cette question de la phase Non. Parce qu'il y a une périodicité des nœuds lunaires aussi. Oui, alors il y a une périodicité des nœuds lunaires, et quand on arrive effectivement dans la troisième phase de sa vie, on se rapproche du parent qui est du même sexe que soi. D'accord. Alors moi, c'est en maison 4, donc là c'est un petit peu théorique. Allez-y, non mais c'est intéressant. Bon. Et on peut dire que dans cette phase de ma vie, tout ce qui a trait au père, puisqu'en plus c'est en maison 4 et donc en Capricorne, va être valorisé. Donc je vais revoir un peu l'influence de mon père sur ma vie, je vais la revisiter, mieux la comprendre, mieux l'incorporer, et mon travail va être plus inspiré par cet aspect des choses. Ça s'est produit comme cela. C'est en train de se produire. Oui. Vous êtes... quelque part, votre père devient une source d'inspiration? D'une certaine manière, enfin bon, lui ou ce qui symbolise. Oui, bien sûr. Et l'autre, alors à un autre moment, ça deviendrait la mère en fait. C'était la mère, puisque mon nœud sud est en Cancer. Oui. C'était la mère, une bonne partie de ma vie, oui. On peut dire que d'une certaine manière, ma mère a symbolisé l'astrologie, etc. Elle a représenté ça, cet intérêt pour les sciences ésotériques. Et mon père étant un mathématicien, il représente autre chose. Voilà, je ne veux pas trop en parler parce que j'aurais l'impression de raconter ma vie. Oui, non, mais je vous en prie. Mais alors vous savez que cet axe des nœuds lunaires est très très à la mode chez les astrologues aujourd'hui. Et on dit souvent, moi je ne l'associais pas, curieusement, je l'associais plutôt à l'astrologie karmique qu'à l'astrologie humaniste.
Je ne sais pas d'ailleurs si Rudyard parle de l'axe des nœuds lunaires de façon aussi développée que... Si. Mais en tout cas, le dernier dit karma, dharma, etc. C'est très très... Il en parle aussi, mais bon, on n'est pas obligé d'adhérer complètement à cette hypothèse des vies antérieures. On n'est pas obligé. C'est ça, c'est pour ça que... Mais c'est vrai que c'est très curieux, Monsieur Delmar, parce qu'en fin de compte, ça aboutit à une certaine simplification du thème astral, quand même. Hein. Et je crois que beaucoup de gens sont venus à cette... moi qui observe ça, j'ai remarqué que beaucoup de gens sont venus... qui sont parfois un petit peu submergés par le thème astral, dans sa complexité, les aspects, etc. Avec l'axe des nœuds lunaires, ils ont une articulation qui est quand même relativement simple. Oui, mais on va dire un peu ça. Non, mais quand même, ça aide. Ça aide beaucoup. Peut-être. J'ai remarqué que beaucoup de gens, je ressens un certain soulagement. Peut-être. Parce qu'en plus, il n'y a pas un nombre de cas illimité. Vous savez, l'astrologie est toujours dans une sorte de balancier. Parfois, elle se complexifie à l'extrême, et puis parfois, elle est à la recherche de quelque chose de beaucoup plus simple. Et là, effectivement, on retombe d'ailleurs dans une zodiacalisation de l'astrologie, parce que bon, Cancer, Capricorne, etc., on va dire, on est quand même dans le zodiaque. Donc on retrouve d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les gens se retrouvent avec des nœuds dans des signes qui ne sont pas du tout les signes auxquels ils sont habitués d'habitude, hein, n'est-ce pas, parce que ça peut être ni leur signe solaire, ni leur signe lunaire, etc. Donc ça crée aussi un renouvellement du regard que la personne a sur elle-même. Et ça, c'est très typique et très caractéristique de l'astrologie. De temps à autre, on vous sort des nouvelles planètes, la lune noire devient la clé de voûte de toute votre... Les gens il y a des modes. Renouveler leur regard sur eux-mêmes. Oui, mais bon, c'est pareil dans tous les domaines de la pensée ou des sciences humaines. En psychologie, en psychanalyse... Il y a des modes. Oui, il y a des modes. Il y a la généalogie, tout à coup, tout s'explique par... La psychogénéalogie. Voilà, tout s'explique par l'état familial ou les secrets de famille, etc. Ou bien alors, ensuite, ça va être le retour à la théorie freudienne. Bon, donc on a des cycles et des vagues qui correspondent à des mouvements, à des recherches. Effectivement, on peut dire que les nœuds lunaires, ça simplifie, ça oxygène un peu le thème, voilà. Ça et puis il n'y a pas un nombre illimité de cas de figure. Oui. Et puis il y a des gens qui sont très séduits par l'hypothèse des vies antérieures, qui se disent que forcément, je ne m'entends pas du tout avec telle personne, ou au contraire, je m'entends très très bien avec ma mère, parce que dans une vie antérieure, nous avons été mariés, Oui, parce qu'il y a quelquefois des anomalies de la vie, vous avez quelquefois des personnes qui sont là, en quelque sorte, qui jouent le rôle de la mère de leurs propres parents. Mais pour vous, si j'ai bien compris, vous considérez qu'il y a des nœuds qui renvoient plutôt au père, ou des nœuds qui renvoient au mère, ou c'est uniquement dans le cadre de votre thème natal à vous? Non, c'est dans le cas, on dit que... Parce que je ne connaissais pas cette théorie. Oui, alors cette théorie, je ne sais plus où est-ce que c'est péché. C'est intéressant, parce que moi je suis en recherche toujours de nouvelles propositions. Oui, alors donc dans cette théorie, dans la dernière partie de sa vie, on se rapproche du parent du même sexe. Oui, mais ça c'est pas en dehors, c'est lié à la question des nœuds lunaires, ou c'est d'une manière générale dans la vie tout court? Donc, dans la vie tout court. Donc une femme va terminer sa vie en se rapprochant de sa mère, un homme de son père, c'est ça? En tout cas de l'image, de l'exemple paternel ou maternel. Oui. Mais ça, vous le reconnectez quand même avec l'astrologie, d'une certaine manière? Oui, je le reconnecte avec l'astrologie. Mais j'ai pas très bien compris comment vous faisiez la connexion. C'est-à-dire que on peut le formaliser sur le plan cyclique, ce retour vers le parent. Disons que en fin de vie, on a un retour symbolique vers le parent du même sexe. Parce que Rudyard s'est beaucoup intéressé. Vous avez étudié le cycle de la lunaison. Oui. À quelle catégorie vous appartenez-vous, par exemple? J'appartiens à... J'ai oublié déjà, vous voyez. Ma lune natale, oui. Elle devait être... Vous êtes né en pleine lune, après la pleine lune, avant la nouvelle lune, je sais pas moi. Oui, mais je pense que je suis né avant la nouvelle lune. C'est la lune balsamique, ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça, des choses comme ça. Oui, je sais plus. Ça, c'est de n'importe quoi. Oui, ça c'était reparti plutôt. Ah oui, d'accord. Je vais changer la cassette. J'ai un peu oublié.